Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chezeville à l'antenne. Ravi de vous retrouver après une petite absence due aux événements récents. Je suis ravi d'être de nouveau avec vous pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Cela fait exactement un demi-siècle. Le 30 avril 1975, les troupes nord-vietnamiennes et leurs supplétifs communistes sud-vietnamiens, que l'on appelait les Viet Cong, entraient dans Saigon, la capitale de la République du Vietnam, un État créé 20 ans plus tôt, en 1956, et plus connu sous le nom de Vietnam du Sud ou Sud-Vietnam. Cet événement, intervenu 13 jours seulement après l'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh, la capitale cambodgienne, m'avait profondément marqué à l'époque. Il marquait la fin de la guerre dite du Vietnam, une guerre qui avait suivi immédiatement, ou presque, la guerre d'Indochine, qui avait opposé la France d'après-guerre aux communistes nord-vietnamiens, qui exigeait l'indépendance immédiate après la capitulation japonaise de 1945. Cette première guerre aux relents coloniaux s'était soldée par le long et terrible siège, terrible mais aussi héroïque, et puis la chute de Dien Bien Phu le 8 mai 1954. Ensuite, ce furent les accords de Genève et la partition du Vietnam en deux entités, l'une communiste, nommée République démocratique du Vietnam, au nord du 17e parallèle, ayant pour capitale Hanoï, et l'autre, pro-occidentale, nommée, comme nous l'avons vu, République du Vietnam, au sud de ce 17e parallèle, avec pour capitale Saigon. Mais le Nord-Vietnam, fort du soutien de l'URSS et de la Chine populaire, n'a jamais respecté ces accords de paix de Genève. Il n'a jamais renoncé à son ambition de réunifier par la force le Vietnam. Les élections libres prévues par ces accords et qui devaient permettre la réunification du pays n'eurent jamais lieu, et la guerre ne tarda pas à reprendre, si tant est qu'elle n'eût jamais cessé. Le but ultime de Ho Chi Minh, le leader du Nord-Vietnam, était la réunification du pays sous son égide, celle de sa dictature stalinienne communiste. Rappelons que le Nord-Vietnam comprend la totalité du Tonkin. Le Tonkin comptait une forte proportion de catholiques au sein de sa population. Aussitôt après les accords de Genève, nombre de ces catholiques tonkinois connurent l'exode, car la perspective de tomber sous la férule communiste les terrifiait. Il y avait au Nord-Vietnam en 1954 1 100 000 catholiques, c'est-à-dire les 2/3 des catholiques du Vietnam. 700 000 d'entre eux, avec 618 prêtres, presque tous les religieux et séminaristes vietnamiens, entreprirent un difficile exode vers le Sud-Vietnam. Ne restèrent au nord, dans la République démocratique du Vietnam, que 400 000 catholiques, avec 375 prêtres vietnamiens et 25 missionnaires étrangers. Ces derniers durent quitter le Vietnam entre 1955 et 1960. Très vite, cependant, le Sud-Vietnam sombra dans l'instabilité en raison de l'insurrection du Viet Cong, soutenue par la République démocratique du Vietnam, le Vietnam Nord, et de l'autoritarisme grandissant du président Jean-Baptiste Ngo Dinh Diem, un catholique à la fois très anticommuniste, mais aussi anti-bouddhiste. L'opposition entre les deux régimes vietnamiens, dans le contexte de la guerre froide, provoqua
la guerre dite du Vietnam, dans laquelle les États-Unis s'impliquèrent de plus en plus. En 1963, le président Diem fut assassiné lors d'un coup d'État, ce qui aggrava le chaos ambiant, conduisant à une intervention à grande échelle des États-Unis. J'ai qualifié cette nouvelle guerre de « dite » du Vietnam, car en fait, elle toucha aussi les deux pays voisins, le Laos et le Cambodge. Pour ravitailler les maquis du Viet Cong au sud, en hommes, en armes, en munitions et en matériel divers, le régime du Nord-Vietnam mit en place ce que l'on appela à l'époque la piste Ho Chi Minh. Il s'agissait en fait d'un complexe réseau de multiples pistes qui reliaient le nord au sud du Vietnam en passant par le territoire laotien et cambodgien. Les deux pays voisins devinrent donc des victimes collatérales de cette guerre, car d'une part les forces nord-vietnamiennes et Viet Cong y implantèrent des cellules armées communistes à leur solde, et d'autre part les forces états-uniennes les bombardèrent massivement dans l'espoir illusoire de couper la piste Ho Chi Minh et d'interrompre le ravitaillement des maquis du Viet Cong en territoire sud-vietnamien. Les États-Unis larguèrent plus de 7 millions de tonnes de bombes sur l'Indochine pendant la guerre, plus du triple des 2,1 millions tonnes de bombes que les États-Unis ont larguées sur l'Europe et l'Asie pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, et plus de 10 fois la quantité larguée par les États-Unis pendant la guerre de Corée. 500 000 tonnes ont été larguées, 500 000 tonnes de bombes ont été larguées sur le Cambodge, 1 million de tonnes sur le Nord-Vietnam et 4 millions de tonnes sur le Sud-Vietnam. Par habitant, les 2 millions de tonnes larguées sur le Laos en font le pays le plus bombardé de l'histoire. De nos jours, des paysans laotiens, en particulier des enfants, continuent à être grièvement blessés ou à être tués du fait de la détonation de bombes enfouies dans le sol et qui n'avaient pas encore explosé. À la fin des années 60, les effectifs US stationnés au sud atteignirent le chiffre incroyable de 510 000 hommes, auxquels s'ajoutaient 40 000 hommes de l'US Air Force basés en Thaïlande et 30 000 autres appartenant aux formations de la 7e flotte américaine. En dehors de l'armée sud-vietnamienne, qui compta jusqu'à 900 000 hommes, et de celle des États-Unis, d'autres forces ont participé à ce conflit côté sudiste. 48 000 Sud-Coréens, 10 000 Thaïlandais et 4 000 Australiens, tous payés sur le budget états-unien. Au total, côté sudiste, 320 000 soldats furent tués, provenant majoritairement du Sud-Vietnam et des États-Unis. En 2010, lors d'un séjour à Washington, je visitais le mémorial pour les soldats états-uniens tués durant la guerre dite du Vietnam. Il a été édifié sur une pelouse dans les Constitution Gardens, un parc proche du National Mall, au nord-est du Lincoln Memorial. Je fus très impressionné, et très ému aussi, par ce long mur en granit noir, portant 58 156 noms gravés en lettres d'or. Côté nordiste, y compris les pertes du Viet Cong, on estime le nombre de morts à 1 100 000. Au sud, les populations civiles payèrent un lourd tribut à cette guerre, car elles étaient prises entre deux feux, sans compter un troisième feu, celui qui tombait du ciel avec les bombardements US. Les États-Unis n'ont pas hésité à faire usage dans ces bombardements de napalm et de produits chimiques, dont le terrible agent orange. Les conséquences de ces bombardements se font encore sentir de nos jours, campagnes dévastées et enfants nés après la guerre, mais souffrant de malformations. Devant la contestation grandissante au sein de l'opinion états-unienne et internationale,
les administrations US tentèrent de se désengager en vietnamisant la guerre. Puis, comme en 1954 dans le cas de la France, Washington n'eut d'autre choix que d'accepter de négocier avec Hanoï. Ces négociations se déroulèrent à Paris et s'achevèrent avec la signature des accords de paix de Paris en janvier 1973. Ces accords valurent l'attribution du prix Nobel de la paix, à mon avis, bien immérité, aux deux principaux négociateurs, Henry Kissinger côté US et Lê Duc Tho côté nord-vietnamien. Ces accords furent des accords de dupes, et les dupés furent, bien évidemment, les autorités US. Car si les troupes états-uniennes furent effectivement retirées, le régime de Hanoï ne cessa jamais son appui aux forces du Viet Cong. Pire, profitant de l'absence de l'armée US, ils envoyèrent des troupes régulières nord-vietnamiennes au sud. Et ce qui devait arriver arriva durant les premiers mois de 1975. Les provinces sud-vietnamiennes furent conquises les unes après les autres. L'armée sud-vietnamienne, démoralisée, battit en retraite, et la République du Vietnam s'écroula comme un château de cartes. Le 30 avril 1975, les soldats et les blindés nord-vietnamiens, arborant des drapeaux Viet Cong et non des drapeaux d'Hanoï, pour tromper l'opinion internationale, firent leur entrée dans la capitale du Sud-Vietnam. Les tanks fournis par l'URSS purent ainsi défoncer les grilles du palais présidentiel de Saigon devant les caméras du monde entier. Quelques minutes plus tôt, le personnel diplomatique états-unien s'enfuyait piteusement par hélicoptère depuis les terrasses de leur ambassade. Très vite, une chape de plomb recouvrit le Sud-Vietnam, la même que celle qui avait recouvert le Nord depuis 1954. Des dizaines de milliers de militaires et de fonctionnaires sud-vietnamiens furent raflés et envoyés en camps dits de rééducation. Beaucoup n'en sont jamais revenus. En 1976, la fiction de libération par le Viet Cong disparut et le Vietnam fut réunifié par la force sous le nom de République socialiste du Vietnam. Quant à la capitale du Sud, Saigon, elle fut rebaptisée. On lui donna le nom de son pire ennemi nordiste et communiste. En effet, elle est devenue Ho Chi Minh Ville. Durant les mois et les années qui suivirent ce fatidique 30 avril 1975, des centaines de milliers de Vietnamiens préférèrent tenter de s'enfuir au péril de leur vie. Ce fut la tragédie dite des Boat People vietnamiens, qui émut tant de bonne conscience en Occident et qui suscita tant de vocations humanitaires, dont la mienne. Après la chute de Saigon et l'invasion du Sud-Vietnam par le Nord-Vietnam communiste, une première vague de réfugiés quitta le Vietnam dès 1975, suivie d'une deuxième vague beaucoup plus massive à la fin des années 70, avant une troisième vague moins importante vers la fin des années 80. Cet exode se déroula à bord d'embarcations souvent inadaptées, sélectionnées en fonction de leur disponibilité. Souvent en surcharge et en très mauvais état, ces bateaux de toute taille provoquèrent de très nombreuses tragédies dont les victimes périrent par noyade, maladie, famine et froid, mais aussi à cause des attaques de pirates sans foi ni loi. Parmi ces boat people vietnamiens, il y avait des réfugiés dont c'était le second exode. Après avoir dû fuir le Nord-Vietnam en 1954, ils fuyaient à présent le Sud, tombés sous la coupe du régime nordiste qu'ils avaient fui. Dans le même temps, des centaines de milliers de Laotiens et de Cambodgiens fuirent également leur pays, à travers les montagnes, la jungle ou en traversant le Mékong, qui forme la plus grande partie de la frontière entre le Laos et la Thaïlande. Eux aussi fuyaient la domination communiste qui s'était également imposée
à leur pays en cette terrible année 1975. 50 ans plus tard, deux de ces malheureux pays, le Vietnam et le Laos, sont toujours sous la botte d'un parti unique, communiste bien sûr. Ils comptent parmi les 5 derniers États officiellement communistes. Les 3 autres sont la Chine populaire, bien sûr, mais aussi la Corée du Nord et sa dynastie rouge, et Cuba. Quant au 3e pays de l'ex-Indochine française, le Cambodge, s'il n'est plus communiste officiellement depuis le début des années 90, il est toujours dominé par un ex-parti communiste, tout puissant et une dynastie familiale instaurée par un ancien cadre militaire Khmer rouge. Mais ces 3 pays d'Asie du Sud-Est se sont tous convertis à un capitalisme sauvage dans lequel les sociétés étatiques chinoises sont les nouveaux conquérants, n'hésitant pas à dévaster l'environnement et à asservir les masses laborieuses afin de pouvoir produire à bas coût. Le Vietnam, pourtant ennemi héréditaire de la Chine, est devenu une nouvelle Chine et ses produits inondent le monde, depuis les chaussures de sport aux vêtements de toutes sortes, et ils se vendent à des prix défiant toute concurrence. C'est ainsi que ces dictatures communistes ont su tirer le meilleur parti des méthodes capitalistes les plus épouvantables, pour le plus grand profit d'apparatchiks tout-puissants et corrompus. Le communisme à la sauce chinoise ou à la sauce vietnamienne, ce n'est pas l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est le contraire, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, mais en pire. Mais aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans les pays d'Europe, les anciens réfugiés vietnamiens, laotiens et cambodgiens ont fait souche. La plupart s'est parfaitement intégré, malgré les traumatismes que les premiers arrivants avaient subis. On ne compte plus les médecins, les avocats ou les ingénieurs dont les parents ou les grands-parents étaient arrivés comme réfugiés. Eux ne parlent jamais du passé colonial de la France ou du racisme pour expliquer d'éventuels et très rares échecs. Bien au contraire, ils sont fiers d'appartenir au pays dans lequel ils se trouvent et dans lequel ils ont étudié et travaillé. Ils ne connaissent pas le chômage et ne vivent plus depuis longtemps dans les ghettos des grandes banlieues. Ils émargent rarement à la rubrique faits divers des médias, sauf quand ils sont eux-mêmes les victimes de la délinquance ou du racisme d'autres communautés d'origine étrangère. En ce 30 avril, c'est donc au Vietnam et aux Vietnamiens que je pense, ainsi qu'aux 2 autres pays de l'ancienne Indochine française. Et je voudrais vous laisser, chers amis auditeurs et auditrices, en écoutant une chanson sud-vietnamienne de l'époque de la République du Sud-Vietnam, la République du Sud-Vietnam. Une chanson donc d'une artiste vietnamienne. Je vous souhaite un bon 1er mai et je vous dis à la semaine prochaine.